Bonjour, bonjour, chers auditeurs, comment allez-vous? Heureuse de prendre langue avec vous en ce début de semaine. Aujourd'hui, 26 septembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la contraception. On en parle ce matin avec un thème spécifique, la contraception chez les jeunes. Est-ce qu'on peut parler aisément de contraception chez les jeunes? Nous en parlons avec Madame Viviane Mouy-Acré. Elle est responsable de la communication et du plaidoyer à l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF. Et dans la deuxième partie, comme vous le savez si bien, vous aurez l'occasion d'échanger avec elle par le biais du téléphone. Et ça sera donc au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Elle, c'est Clémence Cole. Elle s'occupe de la mise en œuvre de cette émission. Réalisation Aïssata Koulibaly. Microphone Bintou Sanogo. On retrouve Madame Acré au téléphone. Allô? Allô? Oui, Madame Acré? Oui. Bonjour. Alors, Madame Acré, Viviane Mouy, vous êtes responsable de la communication et du plaidoyer à l'AIBF. Et avec vous, on parle aujourd'hui de contraception, mais spécifiquement chez les jeunes. Hein. Peut-on parler de contraception chez les jeunes? Oui. C'est notre sujet ce matin. D'abord, parlez-nous de l'AIBF, de ses activités, avant même d'aborder le sujet. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Oui, allons-y. D'abord, bonjour aux auditeurs. Bonjour à Bintou et puis bonjour à la radio. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être avec vous. Merci. Je ne suis jamais fatiguée d'être à ma maison. Ok, d'accord. L'AIPF, c'est Association ivoirienne pour le bien-être familial. C'est une ONG nationale. Oui. Ça a été créé le 19 septembre 1979, donc on vient de fêter nos 42 ans, wow. 43 ans. Oui, voilà. Félicitations, joyeux anniversaire. Elle a été reconnue d'utilité publique le 7 mars 2012. D'accord. Et l'AIBF, nous sommes situés à Trècheville, le siège, c'est à Trècheville, au boulevard, sur le boulevard de Valéry Giscard d'Estaing. À la gare de Bassam. Oui. Voilà, nous sommes représentés dans 9 régions en Côte d'Ivoire, dont Yamoussoukro, Korogo, Bondoukou, San Pedro et Daloa. Et l'AIBF, comme toute ONG, il y a une partie ONG et puis il y a une partie staff. La partie ONG, c'est les membres volontaires, on peut dire le conseil d'administration. D'accord. C'est eux qui définissent la politique. Et puis nous, le staff, nous mettons en œuvre. C'est comme toute association hein, où il y a un président, un trésorier, un organisateur. Mais l'AIBF, parce que ça s'est développé, on fait partie de la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF, qui est désormais basée à Abidjan. Avant, c'était à Nairobi, mais ils sont maintenant à Abidjan. D'accord. Et grâce à cette fédération-là, nous recevons des subventions. Et nous sommes partenaires numéro 1 du gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé, en santé sexuelle et de la reproduction. Et nos cliniques sont des centres de référence sur le plan national en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Et nous avons un volet jeune. Comme tout à l'heure, je disais que toute ONG, c'est comme toute association. Nous avons un volet adulte et un volet jeune. Vous savez que la santé sexuelle, c'est très, 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 très sensible. Le sexe a toujours été un tabou en Côte d'Ivoire. Donc, au niveau de la santé sexuelle aussi, il y a un département, si on peut l'appeler comme ça, une section jeune, le mouvement d'action des jeunes. C'est des jeunes qui sont engagés volontairement à sensibiliser leurs pairs jeunes. Donc, entre eux, jeunes, le message passe plus. Ils ont un centre dédié à Yopougonsi d'ici, qui s'appelle le CACEJ, le centre d'accueil socio-éducatif des jeunes, où ils reçoivent aussi des services, ils reçoivent aussi de la formation. D'accord. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre Oui, question. absolument. C'est vrai que tout le monde connaît l'AIBF, hein, comme vous l'avez dit, 43 ans. Donc,
C'est une structure qui est dans les habitudes des populations. On connaît tous l'IBF, mais concrètement, ce qui s'y passe, généralement, on pense que c'est une affaire de femmes seulement. Non, quand les jeunes filles, on doit les mettre sous pilule. Va à l'IBF, même les dames. Mais quand vous parlez de jeunes, c'est les jeunes gens, les filles, les garçons en même temps. Donc, ils sont tous concernés par les activités de l'IBF. Justement, les activités, vous en avez parlé, santé sexuelle et reproductive, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites au-delà des jeunes même? Qui peut fréquenter l'IBF? Ok, vous demandez les activités de l'IBF. Oui. Comme je vous ai dit, j'entends très mal, mais enfin, pour le peu que j'ai pu saisir, il y a beaucoup de... Je ne sais pas, il y a un bruit de fond, donc la qualité d'écoute n'est pas mais vous, très bonne à mon niveau. On vous entend parfaitement, hein. Ne vous inquiétez pas, on vous entend bien. Est-ce que je vous proposais de me rappeler? Peut-être que c'est au niveau de mon téléphone, je vais me déplacer. D'accord, ok. On va, Clémence Cole va le faire et on vous retrouve dans quelques instants, ok? D'accord. Alors, si vous nous prenez en marche, ce matin, on parle de la contraception. Aujourd'hui étant la journée mondiale, on en parle. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les familles. Doit-on utiliser les méthodes contraceptives? Mais entre monsieur et madame, il y a toujours beaucoup de, comme on le dit en Côte d'Ivoire, beaucoup de discours. Et même souvent pour nos jeunes filles, on se demande bien est-ce qu'on doit les soumettre à une méthode de contraception, à quel risque et tout ça. C'est tous ces sujets-là qu'on veut aborder ce matin avec Madame Acré, à la faveur justement de cette journée mondiale qui est célébrée aujourd'hui. Et on espère que vous êtes bien assis et que vous suivez cette émission. Clément, c'est bon? D'accord. Madame Acré? Allô? Allô? Oui, Madame Acré, vous nous entendez mieux là? Voilà, le confort d'écoute est là, je suis à l'aise. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, Madame Acré est aussi journaliste. Donc, quand elle parle de confort d'écoute, c'est parce qu'elle est du milieu. Elle connaît bien les terminologies. Et voilà. Alors, Madame Acré, je suis en train de demander les activités de l'IBF. Et puis, quelles sont les personnes qui peuvent fréquenter l'IBF? Oh, l'IBF, c'est tout le monde. L'IBF, c'est tout le monde. D'abord, j'ai oublié de vous dire les services offerts. Allons-y. C'est vrai que j'ai parlé de santé sexuelle et de la reproduction. Allons-y. Vous m'entendez? Oui, allons-y pour les services offerts. Voilà, les services offerts, évidemment, la gynécologie obstétrique. C'est destiné à toutes les couches sociales avec des médecins qualifiés, des gynécologues, des sages-femmes et autres. Il y a les consultations prénatales, il y a la maternité. Il y a une maternité qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On fait des accouchements à Abidjan, à Yamoussoukro pour le moment. D'accord. Les consultations postnatales, les consultations pédiatriques, l'échographie, le planning familial. Il y a un cabinet dentaire, la médecine générale, les soins après avortement, il y a un laboratoire d'analyse, il y a un volet VIH-Sida aussi, c'est très discret, on ne peut même pas savoir que vous êtes porteur de VIH. Donc, il y a conseil et dépistage volontaire, il y a prise en charge des IST-VIH, il y a prévention de la transmission mère-enfant, et aussi on fait les fistules. Les fistules obstétricales. Nous, on fait le projet avec la COICA, l'UNFPA, mais il y a des centres où on refait. Donc, quand la personne souffre de fistules, en tout cas, tout ce qui est en matière de santé, vous venez nous voir à l'IBF. Quand on n'a pas le plateau, on vous refait parce qu'on a des partenariats. D'accord. Voilà, maintenant, ceux qui peuvent fréquenter l'IBF, c'est des personnes jeunes, comme on l'a dit, et puis les personnes adultes. Vous êtes membre volontaire, on va vous former pour une sexualité responsable à votre niveau personnel et puis emmener les uns et les autres aussi à adopter une sexualité responsable. Généralement, on le dit dans notre jargon, on ne fait pas enfant pour donner à quelqu'un pour élever. Si tu fais ton enfant pour donner à quelqu'un pour élever, c'est pas sûr que l'enfant soit dans des meilleures conditions. Même si vous êtes de conditions modestes, il faut que votre enfant soit avec vous. C'est ça. Le fait de lui donner de l'amour, il va grandir dans un environnement familial et il ne sera pas écrit. Il va voir les conditions de ses parents, mais il sait au moins que ses parents ont donné ce qu'ils pouvaient. Oui. Quand on fait un enfant et qu'on donne à quelqu'un pour élever, moi j'ai des enfants et puis on vient m'emporter un enfant encore. C'est pas tout le monde qui élève l'enfant de quelqu'un comme son propre enfant. En tout cas. Donc on sensibilise
On dit aux gens de faire les enfants dont ils peuvent s'en charger. C'est à ce niveau que le thème d'aujourd'hui est important, la contraception. Parce que la contraception, d'abord, c'est des méthodes pour éviter des grossesses non désirées. Et quand on dit une grossesse non désirée, grossesse, on dit généralement grossesse accident, grossesse... de nos jours, là, on a tout pour être dans le pain, comme les jeunes le disent. Donc, comme j'étais en train de le dire, la contraception, c'est l'ensemble des méthodes qui visent à éviter une grossesse. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale. Pour réfléchir, dire à mon niveau, qu'est-ce que je fais? C'est vrai qu'avec les religieux, c'est un thème très sensible, hein, avec les religieux et autres. Mais on a compris qu'il faut une procréation responsable. À l'église, si tu meurs, que tu arrives chez Dieu, ou bien à la mosquée, quand on nous enseigne, si tu meurs, que tu arrives chez Dieu, Dieu va te demander aussi des comptes par rapport aux enfants qu'il t'a confiés. Est-ce que tu as pu les nourrir? Est-ce que tu as pu les scolariser? Est-ce que tu as pu les lever comme il se doit? Est-ce que tu as pu les habiller? Parce que c'est une responsabilité. Et malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup de cas de grossesse chez les jeunes. Justement, chez les adolescents, chez les enfants même. Oui, d'où notre sujet. Peut-on parler de contraception chez les jeunes? Voilà, d'où notre sujet ce matin. Est-ce qu'on doit parler de contraception chez les jeunes? Ça, c'est une violente question. En tout cas. Malheureusement, ça s'impose à nous. Et la contraception chez les jeunes commence par l'abstinence. Parce que l'abstinence aussi, c'est un moyen de contraception. On a un thème qui dit, si tu ne fais rien, tu n'as rien. Voilà. Et chez nous, les jeunes qu'on forme, la première information qu'ils donnent, la première orientation qu'ils donnent à leurs pères jeunes, c'est l'abstinence. C'est se conserver, se préserver. La relation sexuelle, c'est comme un besoin d'eau. Hein. Quand on a soif d'eau, on doit forcément assouvir sa soif. Et les relations sexuelles, c'est comme ça. Arrivé à un certain âge, la puberté, après l'adolescence, quand le jeune garçon ou la jeune fille voit que son corps commence à changer, voit que les poils commencent à pousser, les premières règles, les seins qui commencent à sortir, ils font de l'exploration. Ils essaient de se découvrir, comprendre d'abord ce qui se passe dans leur corps. Et la force de découvrir, malheureusement, hein, je ne sais pas si on peut dire heureusement aussi, les réseaux sociaux sont là, les parents ne parlent pas de sexualité à leurs enfants en général. Et les enfants s'informent auprès de leurs amis. De leurs amis, des réseaux sociaux. Voilà. Il y a des jeunes filles, c'est la servante à la maison qui leur apprend un peu le problème de femme, le problème d'intimité quand elles ont leur première règle. Tellement elles ont peur de leur maman ou bien elles ont peur de leur papa. Elles sont traumatisées. Là, c'est la servante à qui elles se confient qui lui montre un peu l'hygiène menstruelle. Et juste que la maman se rend compte. En tout cas, on a eu beaucoup de cas comme ça. Elle ne pouvait même pas savoir que sa fille avait des relations sexuelles. Elle ne savait même pas que sa fille avait des règles. Oh là là. Et puis elle a été mise devant le fait accompli d'une grossesse. Donc, c'est aussi l'occasion d'interpeller les parents. Mais on va revenir sur notre thématique. Contraception et jeunes. Ça s'impose à nous. La façon dont on éduque nos enfants, et ça, généralement, les moments, c'est comme si on attire beaucoup leur attention. Les moments dès le bas âge, la jeune fille, la petite, quand elle a 6 mois, vous voyez comment on la sape. On doit dire que notre bébé est choco. Quand on sort avec notre bébé, que ce soit un garçon ou bien une fille, mais surtout les filles, tout de rose vêtu, vraiment très joli. Avec les pompons dans les cheveux, tout ça. Voilà, vraiment... Déjà, dès le bas âge, déjà pour le berceau, on apprend la coquetterie à nos petites filles. 1 an, 2 ans, on dit la miss. On s'est fait de miss dans la tête. Sa jolie robe volante, la dentelle ou bien en mousseline là. Jusqu'à 6 ans, 7 ans, où elle commence à être un peu confiante là. Vraiment, elle est toujours bien mise. On l'appelle la choco, elle a joli teint, elle marche comme une miss. On fait de telle sorte que notre fille soit admirée. On lui apprend à se dire qu'on s'en rende compte. Et quand elle a 12 ans, 13 ans, puisqu'elle a... c'est de ça qu'on lui a parlé. À 12 ans, 13 ans, où elle commence à être jeune fille. Depuis le bas âge, elle apprend à séduire. Mais la façon dont on apprend nos enfants à séduire, on doit aussi lui inculquer certaines valeurs. On doit lui apprendre à dire non. On doit lui apprendre à s'affirmer. Ce
ce n'est pas l'extérieur. On doit aussi inculquer l'intérieur à nos enfants. Malheureusement, les parents de maintenant, c'est nous, on appelle ça les parents 2.0. 2.0. Les parents Internet. Oui, on passe plus de temps sur les réseaux sociaux même qu'à la maison. Franchement. On passe plus de temps à faire autre chose que de nous occuper de la vie de notre famille à la maison. Et nos enfants, malheureusement, nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Oui. Et vous ne pouvez pas imaginer les témoignages qu'on reçoit des enfants. Ah oui. Dans le centre dédié à Yopougon, au Cassège, où ils peuvent s'exprimer, que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ce que les enfants connaissent. Ce que, en matière de sexualité, vous ne pouvez pas, en matière de pratique sexuelle, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et il y a eu, malheureusement, avec cette histoire de tontine sexuelle, c'est dans le milieu jeune encore, où ils se cotisent pour offrir une passe, comme les tontines que les mamans font dans les quartiers. Oui. Ils se cotisent pour offrir une passe à l'hôtel, soit c'est pour faire des partous, vous permettez le mot. Oui. Donc, avec ce phénomène de partous-là, de tontine sexuelle, on s'est rendu compte que c'était une manière de s'exprimer. Les jeunes qui sont bien engagés à l'église, là, ceux qui sont bien engagés à la mosquée, qui sont au devant de leurs camarades, ceux qu'on cite comme exemple, ceux qui sont saints, là. C'est eux qui font ça parce que c'est une façon aussi de se sentir homme, de se sentir pareil que leurs amis. On les connaît, on sait que c'est des disex, on sait que c'est des responsables à l'église. Donc, il faut cette tontine sexuelle-là pour pouvoir répondre à leur besoin sexuel et pour pouvoir aussi s'affirmer auprès de leur père Jésus. Oui. Malheureusement. Madame Acré, pour apporter aussi un peu d'eau à votre moulin concernant les jeunes engagés dans nos différentes communautés religieuses, il y a une maman que je connais qui est dans une communauté, je ne vais pas dire laquelle, qui m'a parlé de son propre fils, qui est très engagé au niveau de la communauté et qui a dû faire 2 mois à la MACA l'année dernière parce qu'il était dans... comme ils appellent là, le gmoui de tontine sexuelle de son école. Et il y a une vidéo qui a fuité. Et là, toute la communauté était vraiment dépassée. Mais c'est pas le petit qui est engagé ici, le petit qui est au devant de tout. Donc, pour dire, pour concrètement ce que vous avez dit là, la maman là m'a rapporté. À cause de santé plurielle, elle est venue me rencontrer. Elle m'a dit, voilà ce que mon fils a fait. Actuellement, il a la MACA, mais Dieu merci, l'enfant est sorti. Mais il a raté son année. Il était en année de bac. Il était en terminale l'année dernière, il n'a pas pu passer le bac parce que c'était pratiquement vers les 2 derniers mois avant de composer. Et là, il a raté l'essentiel, il n'a pas pu composer. Donc, pour dire que effectivement, ce que vous avez dit là, j'ai un exemple palpable sous la main. Et c'est vraiment dommage. C'est le regard des autres. Bon, comme j'ai dit à l'AIDF, on a beaucoup de cas. Je donne encore un cas. D'accord. Madame Acré, on reviendra à vous tout à l'heure. On va revenir dans quelques instants. On a le point de l'actualité sportive. Tout à l'heure, quand on reviendra, on va donner des exemples pour montrer à ceux qui nous suivent, aux parents, que vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Que nous, les parents, il faut que nous prenions notre rôle de parents au sérieux, nos responsabilités. Donc, on vous retrouvera tout à l'heure. D'accord, Madame Acré. Merci beaucoup. Journée mondiale de la contraception, nous en parlons ce matin autour du thème jeûne et contraception avec notre invitée spécialiste de ces questions, Madame Acré Viviane Mouy, responsable de la communication du plaidoyer à l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF. Et on va ouvrir le téléphone dans quelques instants parce que c'est un sujet qui englobe pas mal de notions, sexualité responsable et pas mal d'autres choses. Comment éviter aussi les grossesses non désirées, les avortements clandestins et tout ça. Tout est lié en fait. Madame Acré? Oui, allô? Oui, alors on vous retrouve pour la deuxième partie. Alors, avant la pause, vous vouliez nous donner un autre témoignage concernant la thématique. Allons-y. Allô? Allô? Oui, allô? Voilà. Il y avait un exemple aussi que vous vouliez nous donner avant de partir à la pause. Oui, effectivement, c'est le fils d'un pasteur. Oui. C'est le fils d'un pasteur très bien élevé, vraiment premier de classe. Oui. Et il y a une jeune fille qui est en 4e, ces histoires de bal de fin d'année. Ça s'est passé à l'intérieur du pays. Oui. La fille aussi est première de classe. Et c'est les camarades là qui disent que les deux vont ensemble. Ils nous ont eu la relation sexuelle une seule fois.
Oui. Avant d'aller en vacances, la fille est partie, lui aussi il est parti. La fille passait en 3e, lui il partait en 1er. Et puis, ils ont eu des relations sexuelles une seule fois. Il s'est trouvé que la fille s'est retrouvée enceinte. Son père l'a chassée parce qu'elle a toujours été première. Et le fils du pasteur dit que c'est pas lui. Quand la fille a dit que c'est lui, il dit que lui, c'est pas lui. Donc, ça a été vraiment... La fille a été recueillie par quelqu'un. Elle est restée première jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle a accouché, je crois, en avril-mai. Elle a eu le BPC. Waouh. Et quand l'enfant est né, c'était la copie crachée du père. Hein. Après, quand les gens l'ont coincé, même avant même qu'elle n'accouche, quand les gens l'ont coincé, il a dû avouer que c'est lui, mais c'est parce qu'il avait peur de la réaction de ses parents. Et le père a pleuré, parce que pour lui, c'était un déshonneur. Vous voyez la réaction des parents. On doit être préparé à s'attendre à tout. On a été jeunes aussi. On doit accompagner nos enfants. On ne doit pas les encourager à la bêtise. Mais quand vous permettez le thème, quand ils font une bêtise, on doit essayer de les comprendre, d'essayer de les accompagner. Parce que la petite, elle aurait pu se cacher pour faire un avortement. Oui. Et puis, vous la rejetez, le père la rejette, on ne sait pas où elle se retrouve, dans quelles conditions. Voilà. C'était ni vu ni connu, non? Mais après, il y a d'autres conséquences. Et si elle en mourait? Ni connu aux yeux des autres. Oui, elle aurait pu mourir aussi. Hein. Mais sauf qu'elle, c'est une aventure en passant. Et elle s'est rendue compte de la grossesse vers le 5e mois, 6e mois de la grossesse. Elle était très jeune, hein, à peine 14 ans. Oui. Bon, ça fait quelques années. Donc, c'est pour vous dire que nos enfants... Et puis, Madame Acré... l'être humain est être humain. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont introvertis, il y en a qui sont, comme on dit dans notre terme, voilà et autres. Mais des enfants, eux tous, ils ont les mêmes besoins sexuels. Et il faut savoir les orienter. D'accord, justement... Parce que si on n'a pas su les orienter, oui, Madame Acré... Si on ne leur a pas donné l'information, quand ils seront devant le fait, ils ne sauront pas prendre la bonne décision. Justement, Madame Acré. Allô, Madame Acré. Oui, allô. On dit toujours il y a la responsabilité des parents. Mais allô? Oui, je suis en train de dire qu'on sait tous que c'est la responsabilité des parents. Mais quel message les parents doivent véhiculer? Parce que si soi-même, on n'a pas reçu cette éducation sexuelle, ce sera compliqué de transmettre à son enfant. Maintenant, vous, en tant que spécialiste de la question, quel est le message que les parents doivent véhiculer à l'endroit de leurs enfants? D'abord, avant de donner le message, nous sommes quel type de parents? Parce qu'il y a des parents qui font fuir leurs enfants. Il y a des parents gendarmes. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. L'enfant n'est pas intelligent, c'est le papa qui sait tout, c'est un moment qui sait tout. Elle vient, elle donne des ordres. L'enfant n'a pas de parole à donner. Mais un enfant comme ça, il ne va pas se confier à ses parents. Il y a des parents aussi, genre c'est eux qui ont fait enfant, quoi. L'enfant est mieux que pour tout le monde. On ne parle pas sur son enfant, il défend son enfant. Vraiment, il a à la limite peur de son enfant. Ces deux types de parents-là, ils perdent leurs enfants. Le premier cas où j'ai dit les parents gendarmes, tellement ils sont sévères, méchants à la limite, l'enfant ne va jamais se confier à lui. Maintenant, le parent aussi qui laisse tout, papa poule, le maman poule, qui passe tous les caprices, parce que genre, par exemple, j'ai souffert pour avoir mon enfant, j'ai failli mourir en l'accouchant, donc je lui passe tous les caprices. L'enfant va penser qu'il a droit à tout. Donc là aussi, il va faire tout ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il va faire, ses parents vont le soutenir. On n'a jamais tapé sur la table, on n'a jamais crié sur lui. Crier sur lui, homme griffe. On ne lui a jamais fait de reproches et autres. Oui. Voilà. Ces deux types de parents-là, généralement, ils perdent leurs enfants parce qu'ils sont surpris après de certaines réactions de leurs parents. Il faut être doux, amer. On dit le bâton et la carotte. Oui. Quand on doit être doux, on est doux. Quand on doit être amer, on est amer. Il faut une discipline. Et c'est ça, c'est dès le bas âge. Et maintenant, nous autres, comme Bintou, nous sommes de la même génération. Oui. Ce ne sont pas nos parents qui nous ont parlé de sexualité. Hein. En tout cas. C'est à l'école, c'est dans les associations comme Scout et autres, là, c'est là qu'on a appris. Oui. C'est quand on faisait, moi, par exemple, mon premier contact avec le mot règle, c'était au CM1.
à l'école primaire publique et peut-être Sopim de Koumassi avec la maîtresse de puriculture qui est venue nous parler de règles, mais je posais beaucoup de questions. Je posais beaucoup de questions. Puis après, je suis allée demander à ma mère. Oui. Je suis allée demander à mes grandes sœurs parce que j'étais curieuse. Je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est à l'école, généralement, c'est pas la maison. Et malheureusement, quand les parents, quand la fille a ses règles, nous, à notre temps, c'est comme ça, on nous disait, si garçon te touche, tu es foutu. Donc, ça fait qu'il y en a qui ont eu peur même de parler à des garçons parce qu'ils ont eu leurs règles. Non, pour donner l'information, les parents, quand les enfants viennent poser des questions, c'est qu'ils ont la réponse et même au-delà. Donc, quel genre de parents on doit être? On doit être à l'écoute des besoins de nos enfants. Nos enfants doivent être nos amis. Nos enfants doivent être nos amis, mais pas, c'est comme on a dit, le bâton et la carotte. Donc, il faut faire de telle sorte que l'enfant soit en confiance avec toi. Il faut faire de telle sorte que quand il y a quelque chose que l'enfant est puni et qu'il a compris le bien fondé de la punition, quelque temps après, on va lui dire que tu as vu, on t'a puni parce que ce n'est pas parce qu'on est contre toi, ce n'est pas parce qu'on est méchant, mais c'est pour ton bien. Pour que demain, ça puisse te servir. Parce que nous, on donne ce qu'on a, on donne ce qu'on peut, mais c'est toi-même dans la société plus tard qui va apprendre à te débrouiller. Donc, il faut que les parents doivent avoir au moins 5 minutes de causerie avec chacun de leurs enfants par jour. C'est pas trop demandé quand même, hein? Non. On peut quand même... 5 minutes quand même. Ça va à l'école. Mais on va dire non, on n'a pas le temps. Les amis des enfants. Il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas le temps. On descend tard, on est fatigué et tout ça. Non, nos enfants, on peut tout nous arracher, mais nos enfants, ce sont nos trésors. En tout cas. Nos enfants, vous ne pouvez pas imaginer ce don que Dieu nous a fait. En tout cas, Dieu a travaillé. Et puis, on court, on se fatigue, c'est pour qui? C'est pour assurer l'avenir de nos enfants, non? Absolument. Mais si on n'a pas le temps pour nos enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. La première richesse qu'on doit donner à nos enfants, c'est notre temps, notre attention, notre amour. Parce qu'un enfant qui vit dans un environnement où il est beaucoup aimé, il va positiver, il sera bien. Mais quand on forme un enfant aigri, d'abord à la maison, il est un danger, puis il est un danger pour la société. Donc les parents, on doit s'arranger pour passer seul à seul, 5 minutes par jour avec notre enfant. Et puis maintenant, on peut trouver un jour dans la semaine où on se rassemble. On fait une petite réunion, ça va à l'école. On peut même demander qu'est-ce que tu me reproches. Tu peux demander à ton enfant. J'ai fait quelque chose qui t'a blessé. L'enfant va dire. Absolument. L'enfant va dire. D'accord. Ok, Madame Acré. Notre culture africaine là, ne permet pas ça. Notre culture africaine ne permet pas ça. Un papa qui va demander pardon à son enfant. Alors que ça aussi, on leur équipe l'humilité. D'accord. Alors, Madame Acré, oui. On est en train de partir tout doucement vers la fin. Je vous laisse vraiment parler parce que les éléments sont tellement forts. Allô? Oui, je dis, je vous laisse parler parce que les éléments sont tellement forts, les informations sont tellement importantes pour nous ce matin. Et je souhaite vraiment que les parents en prennent vraiment bonne note. On va juste mettre le téléphone à leur disposition parce que il nous reste environ 10 minutes pour terminer. Donc, les auditeurs pourront éventuellement vous poser des questions eu égard à ce qu'ils ont écouté tout au long de votre intervention. Donc, on est au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, chers auditeurs. Ce matin, on parle de contraception chez les jeunes de façon spécifique, hein. Sinon ça concerne tout le monde. Alors, ce que je voudrais dire, vous m'avez dit en off que la célébration officielle, ce sera pour très bientôt, mais pas aujourd'hui. Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails des activités prévues pour la célébration de cette journée mondiale de la contraception. On va déjà commencer à prendre les auditeurs. Monsieur Zou Gervais est avec nous depuis Yopougon-Figayo. Oui, bonjour Madame Bintou. Monsieur Zou, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Et chez vous, comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce, merci beaucoup.
Merci. Je voulais dire bonjour, pardon, à Mme Macré. Oui, allez-y. Bon, je voulais dire merci à Mme Macré pour toutes ces explications ce matin. Ces explications, elle est très explicite. On arrive à comprendre surtout la partie des parents qui, moi, personnellement, me concerne. Et j'ai deux préoccupations qui s'adressent à Mme Macré. D'abord, la première, il y a des gélules que j'ai connues par le passé, ou du moins une méthode contraceptive qui consiste à introduire, excusez-moi, l'une des gélules dans le vagin de la jeune fille avant les rapports sexuels. Et je veux savoir, est-ce une très bonne méthode contraceptive? Je pose la question parce que moi, par le passé, quand on était plus jeune, personnellement, j'ai été trahi par cette méthode. C'est ça que je demande, j'insiste, est-ce une très bonne méthode? Là, c'est la première préoccupation. Et là, la seconde et dernière, les pilules utilisées par les jeunes filles, je veux savoir, est-ce qu'à un moment donné, cela ne peut pas perturber un peu les menstrues de la jeune fille? Merci à vous et très bonne émission. Merci, Monsieur Zo. Alors, Madame Macré? Oui. Vous avez eu les préoccupations? Ça s'entrecoupait, donc je pas. D'accord. Alors, la première préoccupation, il disait qu'il y a quelques années, lui, il a été trahi par une méthode contraceptive de sa petite amie qui consistait à introduire, à se faire introduire en elle une gélule, une ovule avant les rapports sexuels. Mais quand il parle de trahison, ça veut dire que ça n'a pas marché. Donc, la fille est tombée enceinte. Est-ce que c'est une bonne méthode? Est-ce que cette méthode existe toujours bien? Est-ce que c'est recommandé? Et puis, est-ce que c'est recommandé, cette méthode? Recommandé à les ovules. Hein. Voilà. Et puis, la deuxième partie de sa question, c'était de savoir la contraception chez les jeunes filles. Est-ce que ça ne perturbe pas leur vie future? Est-ce que ça ne perturbe pas leur... Ça ne perturbe pas leur vie future. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Monsieur Dou-Gervais, merci pour votre préoccupation. En réalité, je n'avais pas parlé des méthodes de contraception. J'avais donné la définition sans parler des méthodes de contraception. Donc, grâce à sa question, à sa première question, ça me donne l'occasion de présenter un peu les méthodes de contraception. Et puis, il faut dire que les méthodes ne sont pas... Enfin, c'est à 99%. À 99% que ça marche. Donc, le 99,99%. Donc, le 0,001%, ça peut être toi, ça peut être moi. Vous voyez, non? Oui. Donc, les méthodes de contraception, il y a l'abstinence, il y a la méthode naturelle et puis il y a la méthode de contraception moderne. La méthode naturelle, il y a l'abstinence, il y a la méthode d'un allaitement maternel, la méthode du calendrier, la méthode du glais cervical, le retard ou le coït interrompu. Maintenant, les méthodes modernes, c'est tout ce qu'il y a comme médicaments, hein, pilules, injectables, implants, stérilés, préservatifs. Vous voyez, non, spermicides, contraceptifs d'urgence. Oui. Dans d'autres pays, on fait la vasectomie. Hein. Là, c'est la petite chirurgie. Et puis la ligature des trompes. Okay. Bon, les ovules, c'est aussi, on a les spermicides et puis ovules, là. Oui. On a retiré ça du marché. Ça existe toujours, mais on a retiré ça. On ne fait plus cette promotion-là parce que le taux de réussite n'était pas aussi élevé. Ça ne faisait pas partie des 99,99%. Eux-mêmes, là, ils sont moins. Ils sont moins. Ils sont moins. D'accord. Vous avez vu. Donc, donc, maintenant, là même, on ne conseille même pas ça. D'accord. Mais elle ne vous a pas trahi. Et puis, généralement, on dit le mystère de la vie. Vous pouvez comprendre une femme qui a un stérilet et puis elle tombe enceinte. On a eu des cas comme ça. C'est vraiment un mystère. Comme on dit, Dieu donne la vie, là. C'est le mystère de la vie. Sinon, elle a mis une ovule, en principe, c'était pour faciliter les relations sexuelles. Et pour dire encore que le préservatif, c'est le seul moyen de contraception qui permet d'éviter la grossesse et puis les IST-VIH, les infections sexuellement transmises. Donc, c'est une double protection. Donc, si vous avez des relations sexuelles non protégées,
par des préservatifs. Le préservatif, il y a le féminin et le masculin. Les deux ne s'utilisent pas ensemble. Ça, c'est le préservatif féminin. La dame porte le préservatif féminin. L'homme n'a pas de préservatif. Ou bien l'homme a un préservatif, il porte le préservatif masculin, puis la femme n'utilise pas de préservatif. Donc, avant d'aller directement aussi, c'est conseillé de faire tous vos tests. C'est conseillé de faire tous vos tests. Est-ce que vous n'avez pas d'infection sexuellement transmissible? Est-ce que vous n'avez pas VIH? Et là même encore, on va au-delà pour voir si vos sangs vont ensemble. Oui. Parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai que vous ne voulez pas vous ne voulez pas avoir de grossesse. Mais si vous êtes bien liés et puis à un moment vous décidez d'avoir un enfant, il faut qu'on sache dès le départ avant votre relation, parce qu'il y a des maladies de sang après. Oui. Je prends le cas de la drépanocytose. Si on fait, et puis il y a les registres aussi, registres positifs, négatifs. Si on fait l'analyse de sang, que vos sangs ne vont pas ensemble, on vous donne l'information, on dit voici les conséquences, et puis maintenant vous prenez la décision qui s'impose. Enfin, vous prenez la décision, si vous ne voulez pas faire d'enfant, ou bien, en fait, si vous voulez vivre votre amour et puis vous séparer, ça c'est à vous. Donc la jeune dame, elle ne vous a pas trahi. Elle ne vous a pas trahi. La méthode, comme aucune méthode n'est à 100% même. Même, il y a des gens qui ont utilisé des préservatifs, ils ont mal enlevé. Le doigt était tant, et puis, paf, il y a un spermatozoïde qui est entré quelque part là-bas. Voilà. Alors qu'ils ont bel et bien utilisé. Donc, aucune méthode contraceptive n'est fiable à 100%. D'accord. Alors, Madame Acré, oui? On a totalement terminé pour aujourd'hui. On a terminé notre émission. Oui, l'émission est terminée. Voilà. Quel sera donc votre mot de fin? Qu'est-ce qu'on retient ce matin? Ok. Ce qu'on doit retenir, c'est que la jeunesse est l'avenir d'un pays. Et nos enquêtes, il y a une enquête, en Côte d'Ivoire, on dit 3 adolescents sur 10 âgés de 15 à 19 ans, adolescents, oui, ont déjà commencé leur vie sexuelle. Donc, sur 10 adolescents qui sont arrêtés là, il y a 3 déjà qui ont commencé à avoir des relations sexuelles. Wow. Et ça, c'est l'étude de l'Institut national de la statistique et ICF International 2012, enquête démographique et santé à indicateurs multiples en Côte d'Ivoire. Ça, c'est depuis même 2012. C'est pour dire qu'on a les preuves que nos enfants ont des relations sexuelles. Et quand on dit 49% de jeunes filles avant 24 ans, 49%, c'est pratiquement 50%, on doit pratiquer un avortement. Ça veut dire que, alors qu'on tombe enceinte avant de faire un avortement. Absolument. Ça veut dire qu'on doit faire attention à nos jeunes. On doit orienter nos jeunes. On ne doit pas les brimer. Maintenant, l'État aussi, on doit féliciter l'État de Côte d'Ivoire. Dans les centres de santé, dans les centres, on dit santé scolaire, universitaire, santé des adolescents et jeunes, on les appelle généralement les médico-scolaires. Oui. Le jeune qui va là-bas, qu'il soit élève, étudiant ou non travailleur, ou bien au chômage, ou bien non scolarisé, il va dans un médico-scolaire, on le prend en charge gratuitement pour la méthode de contraception. Ça veut dire que l'État a pris vraiment, a fait fort. Mais ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est que votre avenir vous appartient. 5 minutes de plaisir pour détruire votre vie, ou bien vous abstenir, faire apprendre votre métier, aller à l'école normalement. Les relations sexuelles, ça peut attendre. Maintenant, si vous ne pouvez pas attendre, que vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans le show, utilisez le préservatif. Et puis maintenant, quand vous êtes copain, là, vous pouvez aller dans n'importe quel centre de santé, et puis vous faites un test là pour voir si vous êtes compatible. Et puis maintenant, si vous pouvez utiliser une méthode, vous pouvez aller dans n'importe quel centre de santé aussi. On ne va pas vous chasser parce que le personnel a été formé pour ça. Vu le nombre de grossesses en milieu scolaire, 4411 cas de grossesse scolaire en 2017, en milieu scolaire, c'est la taille d'un lycée. Donc, c'est pour lancer un appel aux jeunes. Vous êtes important pour nous. Vous avez un prix à nos yeux. Et un jeune perdu, les filles qui quittent l'école par rapport à la grossesse, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. C'est une grosse perte pour vous aussi. On ne veut pas ça. On veut des jeunes filles cadres. Les jeunes garçons aussi. Vous n'allez pas bousiller l'avenir des jeunes filles. Si on fait ça à votre soeur, ça va vous plaire. Ça va pas vous plaire, hein, les parents aussi, vraiment, encadrons nos enfants. Nous, on est ouverts. On fait la formation sur comment parler sexualité de son enfant, à son enfant à la maison. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez voir Bintou pour faire des émissions. Vous pouvez nous appeler. On peut se déplacer. On est disponible. Pour aller chez vous.
Et puis on discute. Radio Côte d'Ivoire est disponible. On discute. Vraiment, le sexe ne doit plus être un tabou. Vraiment. Ne doit plus être un tabou. Merci. Vraiment, prenez soin de vous. Merci et nous infiniment. sommes tous à votre disposition. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci infiniment. J'ai envie de vous applaudir ce matin. Merci. On sait que c'est la maman qui a parlé, c'est l'experte des questions de santé sexuelle et reproductive, contraception et autres qui vient de parler. C'est la professionnelle de la communication qui a parlé, journaliste professionnelle. Merci infiniment, Madame Macré, Viviane Mouy. C'est moi qui vous remercie. Vraiment. Et on vous souhaite une très bonne journée. Et excellente célébration de la Journée mondiale de la contraception à vous. Merci. Bientôt la célébration nationale à Bengourou, vous aurez des informations. Merci infiniment. Merci d'être venu sur Radio Côte d'Ivoire. Bonne continuation. Clémence Cole, merci beaucoup pour ta dextérité technique. Merci à Aïssata Koulibaly, Ouassa Traoré, Sylvia Boiseau, Bintou Sanogo. C'est une équipe totalement féminine qui vous a servi pendant cette tranche. Merci infiniment à vous.